Lors de chaque transhumance, ces cris résonnent dans tout le Paramo, ces plaines d'altitude. Les Chagras, les cow-boys d'Équateur regroupent leurs bêtes. Une tradition qui chaque année perd ses adeptes. Mais cette disparition n'émeut presque personne. Aujourd'hui, c'est le Cotopaxi qui fait parler de lui. À tout moment, il peut entrer en éruption. Ces neiges éternelles sont le symbole de ce pays d'Amérique latine. Elles pourraient se transformer en coulées de boue et dévaler ses pentes jusqu'aux villages les plus proches. Un scénario qui pourrait se répéter ici, comme dans la région du Tungurahua. Il y a quand même 60 maisons qui sont complètement recouvertes par les dépôts et qui ont complètement disparu du fait de l'éruption. Quito n'est pas épargnée par les fléaux naturels. Entourée de volcans souvent actifs, la capitale est également située sur une faille sismique. La terre peut de nouveau trembler. Cette faille est active et il pourrait y avoir un séisme d'une magnitude supérieure à 6 dans cette zone. En cas de séisme, toute la ville de Quito aura des problèmes. Sur la façade pacifique, Guayaquil, la ville la plus peuplée d'Équateur, près de 4 millions d'habitants, vit dans la crainte d'un séisme ou de nouvelles inondations meurtrières. L'hiver, l'eau monte jusqu'ici. Tout est inondé. Il y a de l'eau partout. L'Équateur est sur des charbons ardents. Première étape de notre voyage, Quito, la capitale du pays. Il est 4 heures du matin. Benjamin Bernard, un volcanologue français, s'apprête à escalader le Guaguapichincha, le bébé en langue indigène. Sa dernière éruption remonte à 2001. La nuée ardente était montée à plus de 12 km de haut. Le sommet et son cratère se situent à plus de 3 heures de marche. C'est à quelle altitude, là, le cratère? Donc là, on est à 4006 et on va monter à peu près à 4008. C'est la 4e fois que Benjamin s'aventure sur ce volcan. Il est accompagné par l'une de ses collègues équatoriennes. Plus on grimpe, plus la visibilité se réduit. Chaque pas, chaque mouvement est calculé. Sensation désagréable d'être en équilibre précaire. Au sommet, on n'est nulle part en sécurité. Cette station est une vigie. Elle enregistre tous les soubresauts du cratère. Un équipement de pointe qui écoute 24 heures sur 24 le cœur du volcan. Son cratère fait 2 km de diamètre. Si Benjamin Bernard et sa collègue sont ici, c'est que le Guaguapichincha est l'un des volcans les plus actifs d'Équateur. Il est sous haute surveillance. Donc on est sur le Guaguapichincha qui a été en éruption entre 1999 et 2001. Alors là, on prend la température extérieure et le pourcentage d'humidité de l'air. Parce qu'il faut que, si on prend des images thermiques, il faut corriger par l'humidité et la température. Et on est à peu près à 100% d'humidité, c'est-à-dire qu'on est dans un nuage. Et la température est inférieure à 4 degrés. Et là, ce volcan est un volcan dangereux? C'est un volcan actif et très explosif, donc oui, potentiellement très dangereux. J'ai peur que ça ne se découvre pas. Et si ça ne se découvre pas, on ne peut pas prendre d'image thermique et on ne peut pas prendre de photos non plus du dôme.
Benjamin ne veut pas prendre le moindre risque. Il y a quelques années, 2 de ses collègues sont morts ici. On n'a jamais retrouvé leur corps. Bonjour. Bonjour Don Rodrigo. Bonjour Christian. Bonjour Matteo. Comment ça va? Alors comment se comporte le volcan ces jours-ci? Aujourd'hui, c'est nuageux, mais avant ça, le ciel était dégagé. Normalement, le volcan est tranquille. Avez-vous senti la terre trembler ces jours-ci? Non, ces derniers jours, non. C'est assez tranquille. Rodrigo Viracocha est le gardien du refuge d'altitude. Il y travaille 15 jours par mois. À la moindre activité suspecte, c'est lui qui est chargé de donner l'alerte. Si ce volcan entre en éruption tous les 1000 ans environ, il est aujourd'hui dans un nouveau cycle éruptif. Quand le volcan est entré en éruption, j'étais de garde. Il était 6h55 du matin. Et il y a eu des projections jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Alors, qu'avez-vous fait? Je suis juste venu voir ce qui se passait. Vous êtes approché? Oui, oui. Vous avez vu la colonne? Oui, oui. La colonne allait vers là-bas. Il n'y avait pas de cendres et les rejets sont tombés ici. Un peu plus haut, des plaques rappellent que la famille de Rodrigo Viracocha a déjà payé un lourd tribut au volcan. Ça, c'est une plaque commémorative pour mon cousin qui est tombé dans le cratère. Ce sont les membres de l'Institut de géophysique qui l'ont posé ici, après sa mort. Cette plaque-là, c'est aussi un membre de la famille de Don Rodrigo qui était venu au secours de Diego Viracocha, mais il est aussi tombé et il est aussi mort dans le Wawa Pichincha. Et vous n'avez pas peur parfois de trébucher et de tomber dans le cratère? Bien sûr, parfois, mais bon. J'ai vu tellement de choses. Malgré le danger, Rodrigo Viracocha continue sa mission, comme un sacerdoce. Ses 2 fils travaillent à l'Institut de géophysique. Son petit-fils voudrait aussi suivre ses traces. À tout moment, le Wawa Pichincha peut se réveiller. Sur la route qui nous emmène vers Quito, il y a ces marques indélébiles. Elles rappellent les éruptions les plus violentes. Des milliers d'années d'histoire, figées et concentrées ici. Donc là, nous avons les dépôts des éruptions passées du Pichincha, avec ici une éruption qui date du 1er siècle, ensuite un sol, une grande éruption, la plus grande qu'on connaisse récemment, qui date du Xe siècle, un autre sol, et au final une petite éruption qui date de 1660, qui est la première éruption avec des archives historiques du Pichincha. Quito est situé à moins d'une dizaine de kilomètres de là. Une proximité qui rend cette ville de près de 2 millions d'habitants très vulnérable. Benjamin Bernard nous emmène ici sur une colline qui domine la capitale. Nous sommes sur la Rumi Pamba. C'est de là, selon lui, que pourrait venir le danger. D'ici, on a un excellent point de vue sur l'un des principaux dangers qui peut affecter la ville de Quito. On a une grande vallée qui descend du Roku Pichincha, et sur cette vallée a été construit l'hôpital Metropolitano, le centre de gestion des eaux, la principale route aussi, l'avenue occidentale. Le problème, c'est dans le cas d'une grosse éruption du Wawa Pichincha, il y a la possibilité que des coulées de boue descendent par cette vallée, donc ils seront vraiment affectés. C'est donc dramatique ce qui peut se passer ici. Au niveau de l'affectation, ça va paralyser la ville. Mais pourquoi, dans ces conditions, les autorités ont-elles autorisé le développement de ces quartiers? C'est plus des questions politiques que des questions rationnelles. C'est-à-dire que c'est des terrains qui valent quelque chose. Plutôt que d'interdire la construction, permettre la construction, c'est avoir des impôts, c'est permettre le développement de la ville. D'un autre côté, c'est un mauvais développement au point de vue des dangers.
Dans le cas où le Guagua Pichincha entrerait en éruption, Benjamin Bernard et ses collègues volcanologues ont réalisé différentes simulations. Dans tous les cas, c'est un scénario catastrophe qui attend la population de Quito. Là, on est sur une des routes principales de Quito. Et juste ici, arrive la vallée qui vient du Ruku Pichincha. Donc là, on est toujours sur le cours de la vallée et on trouve un des plus gros hôpitaux de Quito, le Metropolitano, un des plus gros de Quito. L'hôpital de la police, des immeubles ou encore des commerces sont également menacés. Le boulevard est peuplé et très fréquenté. C'est dans ce bâtiment de l'Institut de géophysique qu'une dizaine d'experts surveillent le Guagua Pichincha. Actuellement, ce volcan n'est hélas pas le seul en activité. Alors, cette salle, c'est le centre névralgique de l'Institut géophysique. On peut voir par exemple sur ces écrans les caméras installées sur le Tungurahua et sur le Reventador. On a aussi toute l'information sismique parce qu'on surveille beaucoup l'activité sismique des volcans. Pour bien comprendre la situation de l'équateur, on peut regarder cette carte des volcans. Donc c'est l'arc volcanique équatorien qui est un arc très dense avec Quito, la capitale de l'équateur, Quito avec 2 millions d'habitants, qui est entouré de volcans. Certains sont inactifs, les volcans en bleu, mais certains sont actifs, comme le Guagua Pichincha, ou potentiellement actifs, comme l'Atacazo et le Pululawa. Quito peut aussi être affecté par des volcans qui sont plus loin, comme le Reventador, qui est à 80 km, mais les cendres du Reventador, emmenées par les vents, peuvent affecter Quito. Il y a d'autres volcans qui peuvent affecter l'équateur, en fait, qui sont actifs aujourd'hui. D'autres volcans actifs en éruption, on a le Tungurahua au sud et le Sangay qui est un volcan tout le temps en activité. Mais il n'est pas très dangereux parce qu'il n'y a pas de population aux alentours. Alors que le Tungurahua a une ville importante de quasiment 20 000 habitants juste au nord qui s'appelle Baños. Sans oublier le Cotopaxi. Au total, le pays compte aujourd'hui 25 volcans considérés comme actifs ou très actifs. Nous partons à Baños, à 135 km au sud de Quito. Ici, c'est le Tungurahua qui domine la ville et qui inquiète les autorités. Un dispositif exceptionnel a été mis en place dans cette région. Pas moins de 20 volontaires surveillent ce volcan, dont le nom est sans ambiguïté, Tungurahua, gorge de feu. Il est midi, livraison très spéciale. Dans le sac, il y a le déjeuner de Don Carlito. C'est l'un des hommes clés du système de surveillance mis en place par l'Institut de géophysique. Depuis quelques mois, il refuse d'abandonner son poste alors que le Tungurahua se fait menaçant. Son observatoire est situé à plus de 2600 mètres d'altitude. Bonjour Don Carlito. Comment ça va mon ingénieur? Je te souhaite la bienvenue. Moi, comme tu le vois, j'ai un peu chaud. Oui, c'est la montée. Comment va le volcan? Bien, bien, il va bien le volcan. Il a été un peu agité ces derniers jours, mais petit à petit, il se calme. Pour mieux observer les moindres signes suspects du Tungurahua, Don Carlito a construit cette maison dans un arbre. Un belvédère à 2 étages, exceptionnel à plus d'un titre. Tu vois, d'ici, quand le temps est dégagé, on peut bien observer le volcan. On peut recenser les coulées boueuses d'origine volcanique, les fumerolles. Il faut surtout être attentif aux émanations qui peuvent être très dangereuses. Il faut faire preuve d'une prudence maximum. Regarde là-bas. On peut voir une émission de vapeur pourpre. C'est de la vapeur d'eau. Elle n'a pas de force. Mais si le volcan s'éveille, on pourrait avoir une explosion provoquant de la vapeur et des cendres. Ancien militaire et pompier volontaire, Don Carlito est aujourd'hui à la retraite. À 71 ans et 5 mois, dit-il, il sait que le Tungurahua reste une menace pour la population. À tous ceux qui s'interrogent sur son dévouement, il rappelle cette terrible journée d'été 2006. Pour résumer l'histoire, en 2006, il y a eu des signes avant-coureurs.
Le volcan ne rugissait plus, il faisait des bruits de suffocation, mais très forts. Mais très forts. Le moment critique a été lorsque les pierres ponces ont commencé à pleuvoir. Des bombes volcaniques. Alors je suis venu me cacher ici. J'étais là, en train de filmer. Je filmais les flammes qui jaillissaient et j'ai entendu les objets qui continuaient à tomber par ici. Alors j'ai arrêté de filmer et je me suis caché. Ça a duré à peu près 2 minutes. Et après, il y a eu un autre crachat. Et de nouveau, on entendait comme de la grêle qui s'abat dans les arbres. Alors je me suis caché de nouveau ici, et c'est le tronc qui recevait les coups. Depuis 2006, Don Carlito organise sa vie autour de son arbre, de sa cabane et de ses vaches. Une tranquillité relative, car il conserve toujours sur lui son talkie-walkie, au cas où. Tant que le volcan n'explose pas, c'est plutôt un endroit tranquille ici. Oui, bien sûr. Mais quand les cendres commencent à tomber, à recouvrir la terre, les animaux s'enfuient. C'est pour ça qu'on a installé des barbelés partout. Les animaux ont un 6e sens. Ils sont plus doués que nous. Le lendemain, 9 h du matin, depuis les hauteurs de la ville, tout semble calme. À alerte rouge, le Tungurahua s'est réveillé dans la nuit. Les 15 000 habitants doivent évacuer au plus vite Banyos. Policiers, militaires, services de secours, tout le monde est mobilisé. Avancez vers le refuge. Avancez vers le refuge et vous aurez des informations. C'est par là, au bout. Prenez la rue à droite. Avancez! Avancez! Si vous perdez du temps, vous perdrez la vie. Suivez! Plus vite, suivez! Avancez en ordre. Il est important de montrer à tout l'Équateur qu'en cas d'éruption volcanique, la ville de Banyos est prête. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être qu'un exercice, mais il nous permettra de savoir où nous rendre pour être en sécurité. Que ce soit les enfants, les jeunes ou les adultes. C'est le 3e exercice organisé ces 2 dernières années. Suivez, s'il vous plaît, suivez. Avancez, s'il vous plaît. Les autorités obligent toutes les mairies à préparer leur population au risque volcanique. Une dizaine de villes sont concernées dans tout le pays. Ici, les forces de l'ordre patrouillent dans les rues vides. Un déploiement de forces pour éviter les pillages qui ont eu lieu lors de précédentes éruptions. Des pillages qui expliquent peut-être la faible participation de la population. À Banyos, la population souffre d'un excès de confiance. Nous organisons souvent des exercices de ce genre, mais les habitants nous disent qu'ils y ont déjà participé 2 ou 3 fois et qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent faire en cas d'alerte. C'est l'un des principaux problèmes que nous devons combattre. Don Carlito, lui, voudrait que ces simulations aient lieu plus régulièrement. Il sait que le Tungurahua peut encore se mettre en colère. Son journal de bord montre que ces dernières années, les éruptions ont été nombreuses.
Benjamin Bernard, le volcanologue, partage cette inquiétude. Il nous emmène ici sur les lieux où les lahars, ces coulées de boue volcanique, ont fait le plus de dégâts lors de l'éruption de 2006. Avant, il y avait là un village. Désormais, il ne reste que ce paysage lunaire. Donc en août 2006, l'éruption du Tungurahua a produit des nuées ardentes qui sont arrivées jusqu'ici et qui ont balayé la zone. Là, on ne se rend pas compte en fait, mais il y a quand même 60 maisons qui sont complètement recouvertes par les dépôts et qui ont complètement disparu du fait de l'éruption. Un village entier. Un petit village entier qui a disparu et maintenant ces gens essayent de vendre le terrain. Mais à qui ils le vendent le terrain? Ils le vendent au gouvernement justement. J'espère qu'ils vont en faire une zone protégée. Il y a un projet de géoparc pour tout le Tungurahua, pour toutes les zones qui ont été affectées par l'éruption. Essayer que les gens ne reviennent pas habiter au mauvais endroit. Ce jour-là, une famille revient sur les terres où elle vivait jusqu'à la catastrophe. Après l'éruption, il ne restait plus qu'une seule maison. La mienne avait complètement disparu. Depuis ce jour, nous rendons grâce à Dieu et au président Rafael Correa, parce qu'on nous a donné une autre maison du côté du Rio Blanco. Comment ça s'est passé au moment de l'éruption? Eh bien, je fais partie de ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. C'était très impressionnant. Au moment où les coulées descendaient, il n'y avait plus aucune lumière dans tout le secteur. Nous allions traverser le pont, mais la coulée avait déjà atteint la rivière. J'ai quand même traversé le pont, mais là, des pierres ont commencé à tomber sur les voitures. C'était désespérant, car nous étions une vingtaine à être coincés là, dans nos voitures. Pour éviter que ces familles ne s'installent à nouveau sur les flancs du volcan, les autorités leur achètent cette terre brûlée. Aujourd'hui, dans le pays, d'autres volcans menacent les populations locales. Parmi eux, le Cotopaxi. C'est le volcan le plus connu du continent américain. Un volcan si imposant que certains habitants le surnomment le coup de la lune. D'autres, le roi de la mort. Nous sommes au cœur du parc national du Cotopaxi. Un paysage exceptionnel façonné par les multiples colères du volcan. Daniel Andrade est l'un des collègues de Benjamin Bernard. Depuis des années, il sillonne les pentes de ce volcan qui représente aujourd'hui l'une des plus grandes menaces pour le pays. Avec lui, nous allons suivre le parcours qu'emprunteraient normalement les coulées de lahars en cas d'éruption. Ici, on peut voir un des drainages qui descend du Cotopaxi. On aperçoit le volcan entre les nuages. En cas d'éruption, la coulée de boue suivrait ce canyon. Il suffit de suivre ces vieilles traces, des cicatrices qui rappellent que le Cotopaxi a déjà frappé et qu'il frappera encore. Comment? Voici ce qui pourrait se passer. Ce drame s'est produit en 1985, non pas en Équateur, mais en Colombie. Le Nevada del Ruiz ressemble en bien des points au Cotopaxi. Lors de l'éruption, les cendres se mélangent à la neige fondue. Elles forment alors des coulées de boue dévastatrices. En quelques heures, la ville d'Armero est rayée de la carte. 23 000 victimes. Ce fut la deuxième catastrophe volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Ici, nous sommes dans une zone très proche du volcan. Et on peut voir les restes de coulées de lave du Cotopaxi juste derrière nous et sous nos pieds.
Ces roches sont très anciennes. Elles proviennent d'éruptions qui ont eu lieu il y a 500 000 ans. Depuis la nuit des temps, le Cotopaxi entre en éruption tous les 100 ans en moyenne. Mais aucune explosion n'a eu lieu depuis 135 ans. Loin de le rassurer, cette inactivité inquiète Daniel Andrade. Une inquiétude d'autant plus grande que le Cotopaxi et ses neiges éternelles alimentent Quito en eau potable. Cette eau est très froide. Elle vient directement des glaciers du Cotopaxi. C'est une des sources d'eau potable consommées par 1/5 des habitants de Quito. Lentement, cette eau s'écoule jusqu'à un barrage mis en place par les autorités il y a déjà une trentaine d'années. Quito se trouve à plus de 80 km plus au sud. Ici, vous pouvez voir l'infrastructure qui permet de diviser l'eau de la rivière Pita en deux. Une partie va vers la ville de Quito, celle de gauche, et le reste de la rivière continue son cours normal, là-bas à droite. Dans le cas d'une éruption du Cotopaxi, une coulée de boue arriverait sans doute jusqu'ici et détruirait cette installation. Une partie de la ville de Quito serait alors privée d'eau. Pour le scientifique, la population d'Équateur est amnésique. Elle oublie facilement les drames du passé. Pourtant, les lieux de mémoire sont bien présents. La ville de Latacunga est l'un d'entre eux. Nous avons ici les ruines d'une ancienne fabrique de tissus qui se trouvait au bord de la rivière Cutuchi. Elle a été détruite lors de l'éruption du Cotopaxi en 1877. Cet endroit devrait être symbolique pour la ville, car ici on peut vraiment se rendre compte de l'importance des dégâts causés par ce genre de phénomène. Ça n'a pas servi de leçon ? Non, ça n'a pas servi de leçon, parce qu'on peut voir qu'à 2 pas de ces ruines, la ville a continué de s'agrandir. Cette route, l'un des principaux axes de transport des Andes du Nord, et ce centre commercial, ces immeubles, tout est construit à côté des ruines de la dernière éruption du Cotopaxi. Le centre commercial et là aussi, l'hôpital sont construits dans des zones les plus vulnérables. Mais à Latacunga, ce ne sont pas les seuls bâtiments en danger. Ici, on est au bord de la rivière Cutuchi qui traverse la ville de Latacunga. On voit bien qu'en cette saison, la rivière est calme, inoffensive. Mais en cas d'éruption du Cotopaxi, les glaciers vont fondre et cette zone va se remplir complètement. Et les quartiers que nous voyons en face seront inondés. Les risques sont bien réels. Si le Cotopaxi ne s'est pas encore réveillé, en revanche, le Tungurahua fait toujours parler de lui. En décembre 2012, le volcan est de nouveau entré en éruption. À l'observatoire de l'Institut de géophysique, les experts ont craint le pire. Nous sommes la station la plus proche du cratère. Et cette machine enregistre les secousses du volcan. Et hier, on a relevé quelques mini-secousses liées à l'activité volcanique. Mais rien de comparable à ce qui a été enregistré il y a 15 jours. Ces images datent de décembre 2012. Là, on peut observer une émission constante de cendres. Le nuage était si important qu'il a fini par obscurcir le ciel. Et là, c'est tout de suite l'alerte rouge? Non, nous n'avons jamais été en alerte rouge, seulement orange. Les caméras placées tout autour du volcan ont enregistré les dernières explosions. Et c'est encore une fois Don Carlito qui avait repéré les premiers signes suspects.
Pour l'instant, je ne vois que des arbres. Les nuages commencent à disparaître. Et j'espère que dans quelques minutes, je verrai mieux le Tungurahua. Si Don Carlito veille 7 jours sur 7 sur le volcan, il pense que le Tungurahua n'est pas le seul danger auquel son pays est confronté. La nature, selon lui, peut se rebeller à n'importe quel moment, ici et ailleurs. Quand on vit sur la ceinture de feu dans la cordillère des Andes, le danger est constant et il faut s'y préparer. On dit qu'on sait quoi faire en cas d'éruption, mais en cas de séisme. Si un séisme de forte magnitude se produisait en Amérique, on aurait des milliers de morts. L'Équateur vit au-dessus d'une poudrière. Retour à Quito. La capitale est fragilisée de toutes parts. Vue d'avion, c'est encore plus flagrant. Certains quartiers de la ville sont construits à flanc de collines, dans des zones à haut risque sismique. Plus de la moitié des propriétaires ont bâti sans la moindre autorisation sur ces terrains instables, qui peuvent à tout moment s'effondrer. Alexandra Alvarado est sismologue. Depuis des années, elle étudie tous les scénarios possibles en cas de tremblement de terre sur Quito. Compte tenu de la situation de la capitale, un drame, selon elle, paraît inévitable. La ville se situe au-dessus d'un système de failles. Les collines que l'on voit là représentent la morphologie de la faille qui est en profondeur et qu'on ne voit pas depuis la surface. La ville se situe dans cette zone. Cette faille est active dans cette zone et il pourrait y avoir un séisme probablement d'une magnitude supérieure à 6. C'est énorme. Oui, c'est important pour une zone peuplée par plus de 2 millions de personnes. Les experts savent ce qui peut arriver, à l'image du dernier tremblement de terre qui s'est produit au Chili tout proche. Le 27 février 2010, le pays est frappé de plein fouet par un séisme de magnitude 8,8. Dans la ville de Concepción, 525 personnes meurent ou sont portées disparues. Dans la capitale, à Santiago du Chili, les dégâts sont considérables. Pour Alexandra Alvarado, l'Équateur sera un jour ou l'autre touché. Où et quand, personne ne peut le prédire. Mais depuis la conquête espagnole au XVIe siècle, 23 séismes ont déjà été enregistrés, avec en 1868 un séisme de magnitude 8. À l'époque, la ville de Quito ne comptait que 45 000 habitants. D'ici, on voit bien la faille qui est juste devant nous, ainsi que les maisons qui sont bâties tout autour. On voit la faille et au fond les collines qui limitent la zone de déformation. Beaucoup de personnes ont construit leur maison dans cette zone, mais c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Toutes ces maisons sont construites sur la faille. Et tout ce plateau pourrait se soulever jusqu'au sommet des collines. Ces 30 dernières années, la ville de Quito s'est développée de manière anarchique. Aucun plan d'urbanisation. Il y aurait entre 50 et 60% de constructions illégales. Les autorités n'ont jamais tenté de freiner cette expansion. Pire, elles ont construit des infrastructures sans le moindre système parasismique. Que se passerait-il en cas de tremblement de terre? Une seule route permet à la population d'entrer ou de sortir de Quito. Il s'agit de la Simón Bolívar. C'est la route périphérique. Effectivement, la route est aussi située sur la faille. Et tous les murs qui la bordent pourraient s'effondrer et la détruire. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir un tremblement de terre? Non. Non, c'est imprévisible. On ne sait pas prévoir ce type de phénomène. La seule parade, c'est de prendre des mesures pour éviter que ce soit catastrophique.
Avant tout, il faut informer les gens pour qu'ils prennent conscience des risques et des zones dangereuses. En parallèle, il faut mettre en place des procédures, renforcer des structures des bâtiments pour qu'ils soient plus résistants. Il faut aussi construire avec des normes antisismiques pour éviter des drames dans les écoles ou les administrations, par exemple. La population l'a aussi oublie trop vite. En 1917, la terre a tremblé. La ville coloniale, classée au patrimoine mondial, avait souffert. 70 ans plus tard, nouveau séisme. À chaque fois, les autorités réhabilitent les édifices qui datent de la période espagnole. En apparence, il ne reste aucune trace du séisme. Mais les autorités savent que la terre peut encore trembler. En cas de séisme, toute la ville de Quito aura des problèmes. Pas seulement les maisons qui sont dans la zone de faille. Vous ne pensez pas que la meilleure solution serait sans doute d'interdire les constructions dans les zones les plus dangereuses? Oui, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'on ne découvre le danger qu'aujourd'hui. Mais il y a 100 ans, quand on a construit Quito, on ne le savait pas. S'il y a 100 ans, il n'existait aucune technologie parasismique, pourquoi aujourd'hui aucune norme n'est-elle imposée aux nouvelles constructions? Pourquoi les autorités n'interdisent-elles pas toutes ces constructions sauvages qui la rendent encore plus vulnérable? Les autorités paraissent dépassées. Leur seule parade aujourd'hui, c'est de sensibiliser les populations aux risques multiples qu'elles encourent. Si les collines sont occupées par les familles les plus aisées, la périphérie est le territoire des populations les plus pauvres. Des bidonvilles ont poussé comme des champignons. Le gouvernement ne s'en préoccupe guère. Sur le terrain, ce sont les associations qui sont aux côtés de ces familles. Nous sommes au barrio Tepeyac. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Vous savez que notre équipe travaille sur les dangers auxquels vous êtes confrontés dans cette école. Quelle est pour vous l'amélioration la plus importante? Que se passait-il avant la construction du mur? Vous pensez que la construction du mur, c'est bien? Si ce mur a été construit, c'est à la suite d'une coulée de boue qui a failli emporter l'école. Un événement qui aurait pu faire de nombreuses victimes. Tous les enfants étaient en classe. Heureusement, le drame a été évité de justesse. Mais cette école, située au pied du volcan Atacazo, est sous la menace de multiples fléaux. Tremblement de terre! Tremblement de terre! Tatia Moreno travaille depuis des années dans ce bidonville. Elle sait exactement les dangers auxquels ses enfants et leurs familles sont confrontés. Quand on dit tremblement de terre, il faut changer de maison. À travers ce jeu, ils vont comprendre que lorsque quelque chose de grave se produit, il faut reconstruire sa vie et continuer. Ce jeu leur donne des réflexes pour affronter des situations critiques, mais avec un comportement serein. Pas de panique ou de cris. À chaque coup dur, les habitants du quartier se mobilisent. Comme ici, où les parents se relaient pour reconstruire l'école. Quand la coulée de boue est arrivée, nous commencions à bâtir le mur. Alors le ministère de l'Éducation nous a donné plus d'argent, mais ce n'était pas suffisant. Alors les parents, les voisins, tout le monde est venu pour travailler et donner aux enfants une école plus sûre. Aujourd'hui, ils travaillent ici pour leurs enfants. En espagnol, on appelle ça la minga. Ça veut dire « mets ta main dans la mienne pour construire quelque chose de mieux ». Si les habitants sont solidaires, le directeur de l'école s'en remet à la Pachamama, la déesse de la terre, pour conjurer le mauvais sort qui s'abat sur le quartier.
Notre culture nous apprend à vivre en symbiose avec la Pachamama. On sait que le volcan est en contact avec les hommes. Quand Mère Nature s'énerve, elle provoque des éruptions. Mais la Pachamama ne peut pas à elle seule protéger tous les enfants. Eh bien, quand elle est en paix, tout est tranquille, tout se passe bien. Et quand cela se passe mal, on est préparé. Tatiana Moreno n'est pas de cet avis. En cas de catastrophe, elle sait que ces populations seront livrées à elles-mêmes. Ces quartiers ou ces squats, comme les nomment les autorités, ne sont pas franchement répertoriés. Pourtant, il en existe dans toutes les grandes villes du pays. Nous partons à Guayaquil. C'est la capitale économique. Les premiers explorateurs la surnommaient la perle du Pacifique. Mais si l'on sort du centre historique, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, près d'1,5 million de personnes vivent dans des habitations de fortune. On les appelle les invasiones, les envahisseurs, un nom qui montre le mépris des autorités pour ces populations. Ce sont en fait d'anciens paysans qui sont venus chercher un avenir meilleur dans ces métropoles surpeuplées. Au bout de la route, il y a souvent une impasse. Guayaquil est elle aussi située sur une faille sismique. La terre tremble, elle est également soumise à des pluies torrentielles. À la saison des pluies, ce quartier est constamment inondé. Les familles doivent parfois déménager. L'hiver, l'eau monte jusqu'ici. Tout est inondé. Il y a de l'eau partout. L'eau monte jusque-là, parfois au-dessus du plancher. Et comment faites-vous pour vous déplacer? Avec des petits canaux. Des canaux pour 2 ou 3 personnes. Ils passent au bord du mur là-bas. Ils font le tour de la maison et ils arrivent jusqu'ici. Et on part comme ça. Mais pourquoi vous restez ici? C'est très dangereux pour vous et vos enfants. Parce qu'ici, on a acheté le terrain pour construire cette maison et ne pas payer de loyer. Combien avez-vous payé cette maison? 600 €. Après chaque crue exceptionnelle, il faut colmater les brèches, reconstruire parfois. Les moyens sont toujours dérisoires. Des poutres de fortune, des tôles ondulées, récupérées ici et là. Parmi les villes au monde qui ont de gros problèmes d'habitat insalubre, Guayaquil se classe au 3e rang. Il semble là aussi que ce ne soit ni la préoccupation, ni la priorité du gouvernement. Ça fait longtemps, des années, plus de 7 ans que ces maisons ont les pieds dans l'eau. Beaucoup de ministres sont venus ici. Ils sont nombreux à passer, mais personne ne s'inquiète du fait que l'on soit toujours là. Par exemple, ils ont fait un drainage là-bas, de l'autre côté. Mais les travaux ne sont pas venus jusqu'ici. Le président Correa, qui est notre président actuellement, a dit qu'il n'y aurait aucun investissement ici, parce que c'est un squat. Mais moi, j'ai acheté légalement ce terrain. Je ne suis pas un squatteur. Ici, tout fonctionne par intérêt. Il y avait un projet de centre commercial ici, mais ils l'ont construit en face. Ils l'ont bâti sur des terrains qui appartiennent à des politiciens corrompus. Ces habitants sont souvent victimes de promoteurs sans scrupules, qui, avec l'aide d'élus locaux, leur vendent des terrains dans des zones inconstructibles. L'État ferme les yeux. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Près de 4000 migrants les rejoignent chaque mois, dans ces zones de non-droit et à haut risque. Seules quelques associations leur tendent la main. La plus importante, Hogar de Cristo, c'est une ONG catholique. Dans ses bureaux, ses responsables offrent aux familles les plus démunies l'opportunité d'acquérir une maison à moindre coût. L'ONG reçoit des aides de bailleurs de fonds étrangers, près d'1 million d'euros par an. Nous sommes ici dans l'un de ces ateliers. Jean-Marc Pité est architecte.
Volontaire de solidarité internationale, ce Français de 30 ans encadre une vingtaine d'ouvriers. Alors ici, on fabrique des panneaux qui vont servir à fabriquer des maisons préfabriquées. Donc c'est des panneaux qui sont faits en structure de bois et avec de la caña picada. La caña picada, c'est du bambou qui est ouvert et qui sert de cloisonnement. Donc c'est des maisons qui sont entièrement préfabriquées et qui se montent en une journée. On a aussi développé un nouveau prototype de maison qui sont en panneaux d'aggloméré. Alors c'est un aggloméré qui est traité avec une colle spéciale pour résister à l'humidité. C'est important parce qu'on est soumis à des fortes expositions aux pluies et à la chaleur en permanence. Une fois les éléments fabriqués, la maison en kit est livrée directement aux nouveaux propriétaires. Ces camions se rendent dans les différents bidonvilles de Guayaquil. Des quartiers aux noms étrangement poétiques. Nous sommes ici, par exemple, au paradis de la fleur. Il y a à peu près 200 000 personnes qui vivent dans le secteur. Donc c'est un secteur où il y a pas de... L'électricité arrive, mais par exemple, il n'y a pas d'eau courante. Il y a peu de routes, comme on peut voir. Toutes les routes sont en terre. Et il manque énormément de services basiques. C'est dangereux parce qu'on est dans des zones où il peut y avoir des inondations, où il peut y avoir des glissements de terrain. Certains secteurs, certaines zones sont construites alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et il y a aussi une violence urbaine qui est aussi le quotidien de la zone. Jean-Marc Pité est accompagné de 4 ouvriers. Il est à peine midi. Bonjour. Hola. Hola, buenas tardes. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour installer votre maison. Nous voulons savoir comment nous allons la positionner sur le terrain. Ah oui, je vais vous montrer. Comme à chaque fois, l'équipe inspecte l'endroit où la maison doit être installée. Les terrains sont souvent exigus. Ici, elle tiendra? Si on commence ici, il va rester 2 mètres là-bas. C'est suffisant? Oui, ça ira. Il est midi, tout le monde se met au travail. Santa Toala attendait chez sa sœur de devenir l'heureuse bénéficiaire de cette maison. À 32 ans, elle est divorcée et mère de 4 enfants. La maison n'a rien de sophistiqué. 4 murs faits de panneaux de bambou, d'un plancher en bois et d'un toit en zinc ou en tôle ondulé. Sa durée de vie est de 4 ou 5 ans maximum. Jean-Marc, ça commence à prendre forme, là? Oui, là, ils sont en train de monter l'ensemble des parois. Donc ça va assez vite à ce moment-là du montage. On va laisser un côté ouvert pour continuer à passer des meubles. Mais en fait, ils vont monter les 2 côtés des parois. Dans cette maison, il y a 4 espaces. 1, 2, et ici un grand que vous pouvez diviser en 2. Je voyais ça plus haut. Ok, ça vous convient? Oui, c'est très bien. Je suis vraiment heureuse parce que la maison que j'avais avant était en train de s'effondrer. Je ne pouvais vraiment pas y passer un hiver de plus. Ça ne pouvait plus durer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire construire cette maison. Elle est beaucoup mieux. Mieux et moins cher. Pour l'acquérir, Santa Toala doit payer près de 400 €. Un paiement à crédit. 7 € par mois pendant 5 ans environ. Ce modèle présente d'autres atouts. J'ai quand même du mal à imaginer que cette maison va résister aux éboulements de terrain, aux tremblements de terre. Au tremblement de terre, il n'y a pas de problème. Les éboulements de terrain, évidemment, si un éboulement de terrain arrive sur la maison en lui-même, elle peut être emportée également. Mais au tremblement de terre, sans aucun problème. Les maisons au Gare des Cristaux passent tous les séismes qu'on a régulièrement dans la région. L'ONG catholique a déjà livré plus de 120 000 maisons de ce type. L'idée à terme, ce serait plutôt d'avoir une maison qui soit évolutive et qui permette d'aller vers une maison
définitive, une solution définitive de logement, et pas seulement une solution d'urgence. C'est un petit peu la perspective d'avenir. Et voilà la maison. Merci beaucoup. Elle est vraiment très belle. Je vous remercie énormément. Elle est vraiment très belle. Maintenant, je vais être à l'abri. L'autre maison prenait l'eau et j'avais vraiment trop peur qu'elle s'écroule. Vous faites des heureux, Jean-Marc. Ça fait partie du travail d'Au Gard des Cristaux et d'aider les gens qui ont peu de moyens d'avoir un toit facilement. Cette maison de 25 mètres carrés, Santa Toala pourra, si elle le souhaite, l'améliorer. Elle pourra également, si elle trouve un travail, acheter une maison encore plus confortable. C'est un nouveau modèle présenté par l'ONG. C'est une maison qui est surélevée, donc élevée du sol, pour pouvoir s'adapter à la déclivité du terrain, résister à des inondations ou à des fortes pluies. Est-ce que c'est une maison antisismique? C'est une maison antisismique parce qu'en fait, toutes les unions entre les bambous sont des unions souples qui se déforment lorsque la maison reçoit en fait une onde sismique. Ce qui veut dire que la maison va se déformer, mais ne va pas se fissurer. Elle va absorber en fait les mouvements dus au séisme. Tout le monde peut se payer une maison comme celle-ci? Alors l'idée c'est d'utiliser en fait le bonus du gouvernement qui est de 5 000 $ pour permettre à des gens qui ont peu de moyens d'accéder à une maison de ce type, qui est une maison définitive. Hola. Bonjour, comment allez-vous? Comment están? Dans ce quartier, seule une dizaine de familles disposent d'une telle maison. Elles ne sont encore qu'à l'état de prototype. Avant, ma maison était tellement petite que nous ne tenions pas tous dedans. Nous devions demander à une voisine de nous héberger. Mais grâce à Dieu, j'ai une maison à présent. Et je suis heureuse d'être ici. Même si tout le monde m'envie. Votre maison, comme elle est belle, comment avez-vous fait pour l'obtenir? À présent, je sais que mes enfants sont en sécurité. Je sais que je peux les laisser à la maison et qu'il ne va rien leur arriver. Maison après maison, l'organisation Au Gard des Cristaux apporte un peu d'humanité dans ces lieux oubliés de tous ou presque. Pour Jean-Marc Pittet, au prochain fléau qui s'abattra sur le pays, les journaux du monde entier feront leur une sur cette nouvelle tragédie. Puis ils passeront à une autre actualité dans le monde. Si l'Équateur veut se développer, il doit impérativement intégrer le facteur risque. Il doit mettre en place un plan de prévention et changer de toute urgence sa politique d'urbanisation. Sinon, pour tous les experts que nous avons rencontrés, les catastrophes naturelles pourraient très vite montrer à quel point ce pays est d'une grande fragilité, à quel point également un drame de grande ampleur est inévitable.